Israël doit ouvrir immédiatement les accès à la bande de Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, exhortent les Nations Unies. L'Afghanistan et le Pakistan ont approuvé un cessez-le-feu de 48 heures, un accord qui survient après l'une des confrontations armées les plus graves des dernières années à leurs frontières. Un convoi d'aide humanitaire bloqué ce mercredi à Rafah, à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Alors que d'autres points d'accès à l'enclave palestinienne sont ouverts, le gouvernement israélien a décidé la fermeture de cette entrée, accusant le Hamas de restituer trop lentement les dépouilles des otages, encore à Gaza. Le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU a appelé ce mercredi Israël à ouvrir immédiatement tous ces points de passage. Selon le Times of Israel, le poste frontière devrait toutefois rouvrir jeudi, sous la supervision de la mission de l'Union européenne d'assistance aux frontières. L'accord de cessez-le-feu prévoit le rétablissement de l'approvisionnement de Gaza au niveau d'avant-guerre, soit 600 camions par jour. Déjà de pierre sur le siège d'entreprises qu'ils accusent de collaborer avec Israël, des poubelles incendiées et des bouteilles lancées sur les forces de l'ordre. À Barcelone, ce mercredi, une manifestation de soutien à Gaza a dégénéré en affrontement violent entre les manifestants et la police. Le rassemblement, qui a réuni près de 15 000 personnes, a été impulsé par plusieurs syndicats dans le cadre d'une nouvelle journée de mobilisation générale pour Gaza en Espagne. À Valence, des débordements ont également éclaté en marge d'un rassemblement de près de 1000 personnes devant la Roig Arena. Les manifestants protestaient contre une rencontre d'Euroleague organisée à huis clos pour prévenir les troubles entre le club local et l'Hapoel Tel Aviv. Alors que la première phase de l'accord de cessez-le-feu est en voie d'achèvement, les manifestants appellent à un positionnement plus dur envers Israël, réclamant la rupture de tout lien politique et commerciaux avec l'État hébreu et une pression accrue en faveur d'une solution à deux États. Après plusieurs jours de violents affrontements frontaliers ayant fait des dizaines de morts dont des civils, un rare cessez-le-feu entre l'Afghanistan et le Pakistan est entré en vigueur mercredi soir. Selon Islamabad, cette trêve de 48 heures doit permettre aux deux voisins de rechercher une solution positive à un problème complexe mais résoluble par un dialogue constructif. Kaboul a confirmé avoir donné l'ordre à ses troupes de respecter la trêve, sauf si elle est violée par l'armée pakistanaise. Avant son instauration, Kaboul et Islamabad se sont mutuellement accusés d'avoir lancé de nouvelles attaques contre la frontière mercredi. Mais le Pakistan a également mené des frappes de précision à Kaboul, selon des sources de sécurité pakistanaises. 2 explosions ont retenti en soirée dans le centre de la capitale afghane. D'après l'ONG italienne Emergency, qui gère un hôpital sur place, 5 personnes sont mortes et 35 autres ont été blessées. Ce nouvel épisode de violence s'inscrit dans un climat de méfiance persistante entre les deux pays. Islamabad accuse le régime taliban d'abriter les talibans pakistanais responsables d'attaques meurtrières contre ses forces de sécurité. Kaboul dément et dénonce des violations de sa souveraineté. Les explosions qui ont ravagé l'Afghanistan la semaine dernière sont survenues alors que le chef de la diplomatie talibane effectuait une visite inédite en Inde, ennemi historique du Pakistan. Un contexte tendu qui rend cette trêve particulièrement fragile. Le président intérimaire syrien Ahmad al-Shara a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou lors de sa première visite officielle en Russie. Ce voyage diplomatique intervient moins d'1 an après la prise de pouvoir d'al-Shara. En décembre dernier, il a mené une rébellion éclair qui a détrôné l'ex-président Bachar al-Assad, proche du Kremlin et en place depuis de nombreuses années. Le président par intérim a été accueilli avec tous les honneurs militaires, le Kremlin cherchant à établir des relations de travail avec les nouveaux dirigeants du pays. Vladimir Poutine a toutefois déclaré que la politique de la Russie à l'égard de la Syrie restait constante, affirmant qu'elle était ancrée dans le même principe directeur qu'elle a toujours suivi. В России никогда в отношении Сирии не было никаких каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним – интересами сирийского народа. S'adressant au journaliste, Ahmad al-Shara a souligné que son pays partageait un lien profond et historique avec Moscou.
Le dirigeant syrien a déclaré qu'une grande partie de l'infrastructure de son pays avait été construite et était entretenue par les Russes. L'ancien président Al-Assad réside actuellement en Russie, où il s'est installé depuis qu'il a fui la Syrie lorsque les forces rebelles sont entrées dans la capitale Damas. Al-Shara devrait demander l'extradition d'Al-Assad afin qu'il soit jugé dans son pays pour les crimes de guerre commis au cours des 14 années de guerre civile en Syrie. Dans une interview accordée à des médias américains en début de semaine, il a déclaré que son gouvernement utiliserait tous les moyens légaux disponibles pour demander des comptes au président déchu. Le Kremlin a jusqu'à présent évité le sujet. Après la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, Ursula von der Leyen s'est rendue au Kosovo dans le cadre de sa tournée dans les Balkans occidentaux. La veille à Belgrade, la présidente de la Commission européenne a rencontré le président serbe Aleksandar Vučić et l'a exhorté à concrétiser l'engagement de son pays en faveur de l'adhésion à l'Union européenne. Cette visite au Kosovo s'est faite en compagnie de la présidente Vjosa Osmani et le Premier ministre par intérim Albin Kurti, dans le but de faire avancer le programme d'élargissement de l'Union européenne dans la région. Le chef du gouvernement kosovar a présenté à Ursula von der Leyen les vastes réformes en cours concernant les pratiques démocratiques et l'état de droit dans le pays. Le sommet mondial de la santé de Berlin a réuni des personnalités de premier plan dans les domaines de la médecine et de la science pour discuter de solutions innovantes en matière de soins, mais aussi d'organisation du travail. Un débat plus nécessaire que jamais selon le professeur Axel Priess, directeur du sommet mondial de la santé. Il critique la lourde charge bureaucratique pesant sur les médecins hospitaliers. Das stimmt, dass viele Ärztinnen und Ärzte, aber auch eben die anderen, häufig das Gefühl haben, dass sie gar nicht mehr das tun, wofür sie eigentlich ausgebildet wurden und warum sie studiert haben, nämlich mit Patienten sinnvoll zu interagieren, sondern den großen bürokratischen Moloch zu füttern. Der ist notwendig, weil man Daten braucht, aber wie gesagt, an der Stelle kann das auch eine sogenannte künstliche Intelligenz. L'intelligence artificielle est souvent considérée comme un remède à tout, mais il y a aussi des exemples négatifs à son utilisation. Das Ulkige ist ja einer der Hauptgründe, warum Ärztinnen und Ärzte Burnout in Amerika hatten in den letzten 20 Jahren, war die Einführung von digitalen Systemen. Und das liegt aber daran, dass diese Systeme nicht intelligent, sondern dumm waren und man sich da hinsetzen muss und jeden Knopf richtig drücken und noch mal mehr Arbeit leistet. L'intelligence artificielle est complexe, mais il en va de même pour l'organisme humain. Pour fonctionner, l'IA devra être suffisamment intelligente pour prendre cela en compte. Wenn die KI zum Beispiel trainiert wird mit Daten, die nicht stimmen, also sagen wir mal, alle die Daten, die da reingehen, sind von Menschen aus Amerika, dann ist das natürlich für Chinesen oder für Leute in Afrika unter Umständen gar nicht passend. Oder es gab auch ein großes Problem, dass die KI nicht geschlechtsneutral trainiert wurde, sondern zu viel mit Männern, zu wenig mit Frauen. Dann wird natürlich die Bedürfnisse von Frauen werden durch die KI auch nicht richtig gesehen. Also da hat man einige Fehler gemacht, das muss man verbessern. Krankenhausärzte verschwenden im Durchschnitt 3 Stunden für Bürokratie. Diese Zeit fehlt dann für die Patienten. Künstliche Intelligenz kann Abhilfe schaffen, doch wenn sie zu kompliziert ist, schafft sie nur noch mehr Aufwand. Auf die richtige Umsetzung kommt es an und auf politische Maßnahmen. Denn ohne praktikable Digitalisierung lässt der Burnout bei Krankenhausärzten nicht lange auf sich warten. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Nous déclarons Lumière 2025, le Festival des cinémas de Lyon, ouvert. C'est l'acteur Jeremy Allen White accompagné d'une pléiade d'invités qui ont ouvert le festival Lumière, réunis sur la grande scène de la halle Tony Garnier à Lyon par le directeur du festival Thierry Frémaux. Ils ont lancé la 17e édition de cet événement dont le succès grandit chaque année et ravit tous les passionnés de cinéma et de belles rencontres. Well, I can tell you what made me fall in love with French cinema. Jean-Pierre Melville's Le Samurai. And That was mine. Was it? Yeah. The work of William Friedkin for me. Yeah. Michael Mann. Yeah. Terrence Malick. Probably the first movie that I ever saw as a child, at least the one that I remember and that made me fall in love, was Bambi, which I still think as an adult that is a masterpiece.
You know, American movies of the 70s, they did make some incredible cinema then. And then, you know, Italian movies, things that I've grown up with, you know, all our old movies, old masters, that they, you know, I still watch them every time I can. I have this soft spot for gangster movies. I think Goodfellas, Godfather 2, I think it's appropriate to mention Heat. I've seen that a lot. I think to smuggle human character studies like these films I'm mentioning into American genre movies fascinates me. And I will also say, I think Paul Thomas Anderson's most recent film, One Battle After Another, that's one I'm going to watch a lot, again and again, I think. To be quite frank, I'm here because of Sean, because he just introduced my film and has spread his love for sentimental value. So we spent all last night together, and I'm a huge fan of Sean Penn. Yeah, I think he's a wonderful actor. C'est Sean Penn qui était l'invité d'honneur cette année. Il en a profité pour présenter son film Into the Wild, mais il a aussi rendu hommage à l'un de ses maîtres. He didn't explain to me how big this situation was. I heard my name a lot tonight, but I've been very comfortable with it in the sense that knowing Cuckoo's Nest was going to play, there was no question I was going to be able to find great humility under the circumstances. One of the great magic moments in my life in cinema was the first time I saw Jack Nicholson in Milos Forman's One Flew Over the Cuckoo's Nest. Enfin, c'est le réalisateur Michael Mann qui recevra vendredi le prestigieux prix Lumière lors d'une soirée dont nous vous parlerons également.